Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce dernier numéro de Poussons le débat. Alors aujourd'hui, on va parler alimentation et plus particulièrement alimentation des jeunes. Et c'est vrai qu'à ce sujet, certains chiffres peuvent faire peur. C'est le cas par exemple de cette étude Odoxa qui révèle que pratiquement 10% des 18-24 ans connaîtraient des problèmes d'obésité aujourd'hui. Ce chiffre aurait été multiplié par 4 en 25 ans. Autre chiffre préoccupant, 37% toujours des 18-24 ans sauteraient un repas par jour. Alors, comment expliquer ces chiffres? Quelle est la part de méconnaissance de l'alimentation, de la nutrition dans ce résultat? Faut-il voir là aussi la conséquence de l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment pour les étudiants? S'agit-il d'une fatalité ou est-ce que le processus est réversible? C'est ce que nous allons voir cet après-midi avec nos invités. Claire Chambrier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du développement scientifique chez Aprifel. Aprifel, expliquez-moi en 2 mots ce que c'est. Un peu plus de 2 mots. Aprifel, déjà pour expliquer l'acronyme, c'est l'Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes. Et nous, notre vocation, c'est d'aller regarder justement ce qui est produit dans le monde scientifique, donc toutes les publications scientifiques autour d'une alimentation saine et durable avec des fruits et légumes, et de pouvoir utiliser cette matière-là pour faire de l'information auprès de différents publics. Donc on va la digérer en quelque sorte pour qu'elle puisse être accessible tant pour des experts, des professionnels de santé, mais aussi auprès du grand public ou des enseignants, comme on va le voir peut-être un peu plus tard. À vos côtés, Nicolas Rota. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Alors les habitués de Village Semences vous connaissent bien parce que tous les midis, vous êtes quasiment au fourneau pour nous. Vous nous régalez tous les jours avec des plats finalement très simples et avec des choses qui sont basiques. Aujourd'hui, je crois que vous aviez préparé quelque chose avec de la betterave. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a eu un risotto betterave pané et carottes, qui sont des produits de saison qu'on trouve à côté de chez soi, très souvent, qui sont peu coûteux, qui ont un très bon goût, qui sont pleins de vitamines, d'antioxydants pour l'organisme, donc excellent, facile à cuisiner et surtout pour les jeunes et les étudiants, à un coût extrêmement bas. Wassim, bonjour. Wassim Mimouni, vous êtes étudiant à l'Institut Agro de Rennes. Vous venez du Maroc. Et moi, je voudrais avec vous que vous me disiez un petit peu comment vous, quand on parle d'alimentation, vous dites vos collègues de l'Institut Agro, qu'est-ce qu'ils mangent mal? Bonjour, moi je suis Wassim. Et on mange très bien à l'Institut Agro parce qu'on mange des produits qui sont locaux et qui sont... Rapprochez le micro pour qu'on vous entende bien. Voilà. Du coup, je disais que... Nous, il y a une cafette qui est sur place et qui nous font des plats qui sont variés avec des plats végés, de la viande, du poisson, etc. Du coup, l'alimentation est très bonne. Florence Duprat, bonjour Florence. Bonjour. Vous dirigez Open Agri-Food. Alors, j'allais dire que vous, votre ambition, c'est développer l'alimentation de demain, faire en sorte qu'on inverse la tendance, là, les 10% de jeunes des 18-24 ans qui ont des problèmes d'obésité. Notre ambition, c'est de faire inscrire l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires, puisqu'on se rend compte que c'est le seul endroit où on peut apprendre aux enfants à cultiver, à comprendre comment les aliments arrivent dans leurs assiettes, comment ils poussent, à comprendre aussi comment on peut les cuisiner. Aujourd'hui, plus personne ne sait cuisiner. Apprendre à les goûter aussi, bien sûr, et apprendre à équilibrer son assiette. Et à vos côtés, Michel Biérot. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur exécutif HM Marketing de chez Lidl France. Donc autant dire que là, vous avez une lourde charge aujourd'hui, c'est de représenter la distribution. Et vous êtes notre premier contact finalement, qu'on soit jeune ou moins jeune, quand on veut faire à manger. Et vous nous direz un petit peu ce qui a changé aussi chez vous, parce que depuis des années, l'image de l'entreprise a changé et ce qu'on trouve dans les rayons a changé aussi. Parfaitement, mais on en reparlera. Effectivement, je pense que on fait partie aussi des partenaires de l'Open Agri-Food et je milite depuis des années pour que, effectivement, je pense que beaucoup va passer par l'éducation. Il faut faire beaucoup de pédagogie et ça commence à l'école parce que aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, beaucoup, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y en a beaucoup qui ne font pas la différence entre un chou-fleur et un brocoli, donc c'est quand même un peu embêtant, quoi. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les chiffres que je donnais tout à l'heure. Claire, quand on dit pratiquement 10% des 18-24 ans qui ont des problèmes d'obésité, chiffre d'ailleurs qui est corroboré par les cardiologues qui nous disent maintenant on voit beaucoup plus de jeunes avoir des problèmes d'hypertension, des problèmes d'infarctus. Ça vous surprend ou pas? Je ne sais pas si ça me surprend. Après, c'est toujours des chiffres difficiles
à avoir en tête, parce qu'on aimerait bien que ça se passe justement très différemment de ça. Ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'on voit bien qu'il y a finalement les habitudes, des choses qui étaient naturelles et qui étaient assez... qui perduraient, on va dire, d'une génération à l'autre, ont tendance à se déliter un petit peu. On voit aussi qu'auparavant, on avait souvent quelqu'un, un membre de sa famille, qui était du monde agricole, donc on connaissait un petit peu tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne se passe plus entre les générations, et certainement que c'est dû à ça, donc on le déplore plus qu'autre chose. Florence Duprat, là-dessus, vous allez avoir beaucoup de travail, parce que finalement, je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut inverser la tendance? Est-ce qu'on peut espérer inverser la tendance? Les pays du Nord, le Japon, la Finlande, ont inscrit l'éducation à l'alimentation dans leur programme scolaire et ont vu régresser de manière drastique l'obésité et le diabète chez les jeunes, chez les enfants. Donc oui, on peut, il suffit d'y mettre les moyens, et les moyens, ils sont au niveau de la santé. On dépense à peu près 20 milliards d'euros chaque année pour soigner l'obésité et le diabète. Mettons un petit peu de cet argent dans l'anticipation et dans l'éducation. Mais alors, comment on fait? Parce qu'il y a quand même eu, depuis des décennies, des expérimentations. Alors là, je sais que c'est ma voisine d'à côté et leurs petits camarades d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes, qui avait lancé tout d'abord les 10 fruits et légumes par jour. Après, on s'est rendu compte que c'était un peu trop, donc on est revenu à 5 fruits et légumes par jour. Il y a la semaine du goût, où pendant une semaine, on fait manger du foie gras aux enfants, mais après, on oublie complètement. Tout ça, ça a été des échecs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des solutions, des choses qui marchent? Ça n'a pas été des échecs. C'était le seul regret, c'est que ce ne soit pas partout et pour tous. Mais toutes ces actions, et il y en a énormément qui visent à faire de l'éducation à l'alimentation à l'école, sont déjà positives. Mais simplement, il faudrait les généraliser. Alors, comment on généralise là? Vous, quels sont vos contacts, Claire Chambrier, avec les enseignants notamment? Je pense qu'on va peut-être voir des images dans le décor tout à l'heure de ce que vous nous proposez. Alors nous, ce qu'on a choisi de faire au niveau d'Aprifel, c'est de Comi Santé et travailler en partenariat avec Réseau Canopé. Réseau Canopé, en fait, c'est un organisme sous tutelle de l'Éducation nationale qui fournit des ressources pédagogiques pour les enseignants, pour leurs enseignements en classe. Et donc, on a travaillé avec eux pour mettre en place un programme pédagogique qui s'appelle les fruits et légumes au tableau. C'est des séries de petites vidéos qui sont utilisées par les enseignants et en fait qui s'appuient sur l'enseignement des matières fondamentales. Donc c'est du maths, du français, c'est ce qu'ils ont à faire, ce qui est inscrit dans les programmes scolaires, mais ça reste dans un univers autour des fruits et légumes. Vous apprenez aux enfants à compter les carottes et les choux-fleurs. En quelque sorte. Et à diviser les nombres de choux-fleurs. C'est ça. On a aussi des choses au niveau du français, au niveau du lexique, au niveau de plein de choses comme ça. Et en fait, notre idée à nous, c'était de capitaliser sur l'importance de l'exposition aussi aux produits. Et le fait d'être dans un univers de fruits et légumes et justement de parler peut-être d'autres sujets, mais d'être dans l'univers de fruits et légumes, déjà, c'est une exposition. Alors, effectivement, on ne peut pas être juste sur une exposition, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a plein d'initiatives qui existent. Ce n'est pas forcément des échecs, c'est juste qu'elles doivent être multiples, en complémentarité et auprès de différents publics. Et l'exposition, c'est ça aussi. L'exposition, c'est en classe, c'est à la maison, c'est à la cantine scolaire, etc. Donc, nous, on joue sur cette petite fenêtre d'exposition qui peut se faire au sein de la classe. Donc, on plonge les enfants dans cet univers des fruits et légumes. Et du coup, à chaque fois, on propose des vidéos qui capitalisent sur un double message. Donc, on va travailler les matières fondamentales. Hein. On va compter des choux, des carottes et autres, comme vous le disiez. Mais on va aussi procurer à l'enseignant des fiches pédagogiques qui vont leur permettre, s'ils le souhaitent, d'aller plus loin et de travailler justement... quand on compte des masses, par exemple, on va aussi travailler sur la portion. Donc se dire, qu'est-ce que c'est qu'une portion? Parce que cette histoire de 5 portions de fruits et légumes par jour n'est pas toujours bien comprise. Donc on va pouvoir aller plus loin sur ces messages-là pour ceux qui le souhaitent. Nicolas Rota, il y a du boulot. Hein. Vous faites beaucoup de pédagogie tout au long de l'année pour expliquer les choses, pour refaire manger des légumes, tout simplement, des fruits et légumes aux enfants. On en parlait avant cette émission. C'est vrai que, par exemple, les brocolis, ça ne marche pas forcément. Le fenouil, ça ne marche pas forcément. Le céleri, ça ne marche pas forcément. Et vous y arrivez. Comment vous faites? Alors, c'est très simple. Hein. Bon, en tant que chef Eurotoc, on est aussi partenaire avec Florence, hein, avec qui on passe pas mal de moments ensemble, hein, notamment cette année sur l'Open Agri-Food à Orléans, où
elle m'a fait découvrir les légumineuses telles que je ne les connaissais pas. Hein. Et ça a été un moment absolument exceptionnel que j'ai reproduit, moi, en atelier cuisine avec les jeunes. Parce que je fais également, je participe beaucoup à une association qui s'appelle Les Enfants Cuisine, pour lequel je salue d'ailleurs Olivier Chaput, hein, et qui justement est dans le même type d'action que celle que vous avez mis en place. Alors effectivement, il y a beaucoup de travail. Alors il y a beaucoup de travail, en effet, oui, mais il y a aussi un autre souci dans notre métier, c'est que les sociétés de restauration, que je respecte énormément, hein, n'ont peut-être pas mis forcément le doigt sur la formation des chefs de cuisine pour essayer d'adapter ce qu'on apprend en cuisine aux jeunes. Hein, moi, j'ai l'expérience récemment d'avoir fait manger des céleris raves à mes jeunes, hein, qui est quand même pas un produit facile à manger, mais on l'a légèrement sucré, rôti au four. Ça a complètement changé le goût. Ça les a intéressés, rendus curieux. Et ils ont goûté, comme quand je fais des ateliers cuisine avec les jeunes. À partir du moment où on leur explique les choses, faut aussi leur parler des bienfaits des produits et des méfaits de certains produits pour que justement ils puissent prendre conscience que les choses dans l'excès ne sont pas forcément ce qu'il faut. Et il y a un bon baromètre, hein, pour vous, c'est les déchets. C'est de voir combien. Et vous avez battu des records là-dessus. Hein. Alors l'établissement où je travaillais avant, qui était un établissement scolaire, nous avions 80 à 90 repas par jour. Et en déchets à la semaine, nous étions entre 20 et 22 kilos. Ce qui est beaucoup moins. Ce qui est beaucoup moins que ce qu'on gaspille dans du maternel. Et c'était des jeunes que j'avais de 14 à 20 ans. Michel Biron, dans les rayons de vos magasins, comment ça se passe? D'abord, c'est un bon baromètre, là aussi un bon observatoire, parce que vous voyez ce que les gens achètent. Et aujourd'hui, vos jeunes clients, ils achètent quoi, par exemple? Alors aujourd'hui, on a un problème, c'est l'inflation. Donc il y a beaucoup de changements d'habitudes alimentaires et d'habitudes de consommation et donc d'achat. Par exemple, le poisson est en train de dégringoler au profit du thon en conserve. Ça, c'est une réalité aussi, hein, parce que derrière, quand vous vendez une entrecôte à 9,49 € les 300 grammes, forcément, certes, on rémunère l'éleveur qui est derrière, mais à un moment donné, il y a une baisse des ventes. Et encore plus aujourd'hui qu'avant, avec cette inflation qui est galopante. Il y a des reports entre la viande, c'est-à-dire la viande rouge est moins consommée au profit de la protéine de volaille, qui est moins chère, etc. Par contre, les fruits et légumes, on est devenu le premier vendeur de fruits et légumes en France en volume. On a pris le pari de mettre le rayon fruits et légumes à l'entrée du magasin, et c'est très très important pour que quand les clients y tombent dessus, c'est pas 5 fruits et légumes par jour. Moi je dis c'est toujours plus de fruits et légumes. Voilà, il faut toujours en manger plus. Si on est à 2, si on peut en manger 8, tant mieux, quoi. Donc il y a effectivement des changements d'habitude. Après, nous chez Lidl, on a une responsabilité pour justement essayer d'orienter les jeunes. Bien évidemment, un distributeur, on doit répondre à une demande du consommateur. Ça, c'est la base de notre travail. Donc oui, j'ai des plats cuisinés qui ne sont pas bien notés en Nutri-Score. Oui, j'en vends, mais je ne peux pas les arrêter demain, sinon mes clients vont aller ailleurs. Par contre, notre devoir, c'est d'expliquer, de communiquer. Et ça, on a une force de frappe très importante. Donc on a décidé chez Lidl, dans un engagement très fort, d'arrêter le kids marketing. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que le kids marketing? C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2023, c'est-à-dire là, ça fait 3 mois, qu'on s'est engagé à ne plus faire aucune communication sur prospectus dans les radios, à la télé, sur des produits malsains pour les enfants. D'accord ? Et donc je pense que c'est un moyen demain de lutter contre justement l'obésité des jeunes. Et à partir de 2025, enfin à partir du 1er janvier 2025, parce qu'il faut du temps, tous les packaging, on enlève le marketing pour les enfants. Ça veut dire que sur une boîte de céréales, et on le sait tous, on croit tous que c'est bon pour la santé, c'est pas vrai. Bah oui, les petits personnages, ils ont tous des grands sourires. Exactement. Et les petits personnages, ils vont disparaître de nos emballages à partir du 1er janvier 2025, et on y travaille déjà. Mais là, vous ne prenez pas un risque, justement, de voir ces produits moins choisis par les clients? Non, moi, je milite même pour qu'il y ait une loi un jour qui soit écrite sur le sujet. Et sincèrement, alors,
on en vendra peut-être moins, mais au profit du fruits et légumes, c'est pas bien grave. Et je préfère faire vivre une belle filière fruits et légumes que de faire vivre des multinationales derrière des céréales. Pardon pour les multinationales si elles m'écoutent. Florence Duprat, quand vous entendez ça, vous devez, comme on dit, boire du petit lait. Totalement. Si on parle du panier anti-inflation, par exemple, dans ce panier, si on met des fruits et légumes que les gens ne savent pas cuisiner, qu'ils ne savent même pas, qu'ils savent pas quoi faire avec, le panier anti-inflation n'a plus aucun intérêt. Or, ce panier a un intérêt aussi, c'est de faire accéder toutes les personnes qui en ont besoin à des denrées qui soient accessibles, et les fruits et légumes en font partie. Bien qu'elles soient très difficiles à produire. Dans le fameux panier anti-inflation, il faudrait pratiquement des fiches cuisine avec, non? Voilà. Exactement, mais plutôt que des fiches cuisine, pardon. Michel. Non, j'allais freiner un petit peu Florence dans son élan de panier anti-inflation, parce que moi je suis pas totalement pour quand même. Je suis d'accord, on est dans une période d'inflation qui est terrible. Alors, même si on est les moins inflationnistes en Europe, il faut quand même le préciser, l'Espagne est au double, l'Allemagne est au double, donc voilà. Faire ses courses même en Grande-Bretagne en ce moment, ça coûte très cher. Exactement. Je suis d'accord de pourquoi pas faire un panier anti-inflation, mais attention, je mets une alerte très très forte. Aujourd'hui, on est au Salon de l'Agriculture, il y a des éleveurs qui sont en grande difficulté, voire à l'agonie. Donc si c'est pour mettre des produits issus du monde agricole ou à base de matières premières agricoles et casser le prix, ça va déclencher une guerre des prix qui va être destructrice de valeur, et au détriment de qui? Du monde agricole ici présent. Donc oui, il faut donner un signal pour les consommateurs, pour les citoyens, pour dire on vous accompagne dans cette inflation et pour la défense de votre pouvoir d'achat, mais jamais au détriment du monde agricole. Voilà, je tiens à le préciser, c'est important pour moi. Alors, puisqu'on est dans le domaine de l'économie, on va y rester. Wassim, moi, je voudrais qu'on soit super concret. Quand vous faites votre déjeuner ou votre dîner à Rennes, à Agro, ça vous coûte combien? Par exemple, le midi. Pour tout ce qui est de la semaine, je mange, comme je vous dis, à la cafétéria. Du coup, c'est 3,70 par plat, déjeuner et dîner. Et pour le petit déjeuner, c'est 2,10 €. Mais les week-ends, je fais mes propres courses. Du coup, ça me revient environ 30 € le week-end. Et j'essaie d'équilibrer entre les lipides, les glucides, et lipides, glucides, fruits et légumes, bien sûr, avec la viande. 3,70 par repas, Nicolas, c'est jouable ça? Vous qui êtes vous connaissez ça par cœur, hein, la restauration étudiante, scolaire, collective. Alors 3,70 par repas, moi en scolaire, c'est ce que j'avais par élève, par repas. Ils ont toujours eu des repas équilibrés, des fruits frais, des légumes frais. Évidemment, les fruits frais et les légumes frais ne vous coûtent pas cher quand vous utilisez des fruits et légumes de saison. Hein. Là, le prix de la fraise en ce moment, il n'est pas donné. Mais en plus, elle vient de loin, donc mais la fraise on vient peut de loin. s'en passer. Donc l'empreinte carbone est énorme. C'est pour ça qu'on privilégie avec Eurotoc, Florence également, hein, je pense que vous aussi, à utiliser des produits de saison locaux. Hein. Moins, effectivement, les frais de transport sont élevés, moins ça coûtera cher en carburant, moins ça coûtera cher à la personne qui achètera en magasin ces produits. Et alors, vos collègues, vos amis étudiants, ils sont comme vous, ils vont à la cafette le midi et le soir, ou ils font aussi un peu de cuisine dans les chambres d'étudiants, dans les apparts d'étudiants? Alors, pour mes amis, il y en a plein qui mangent avec moi, mais les autres, ça leur revient beaucoup plus cher parce qu'en ce moment, comme on l'a vu, il y a l'inflation. Et du coup, les courses, ça revient très cher par rapport à nous qui mangeons là-bas. En plus, je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'on consomme des légumes et des fruits qui sont locaux, qui sont même des fois cultivés sur le campus lui-même. Ah oui, vous mangez ce que vous produisez sur le campus? Oui, la Sodexo a cette activité-là pour certains produits. Et je crois que vous avez une astuce, en plus vous me disiez ça tout à l'heure, parce que je disais, ouais, quand même, le régime étudiant, hein, on connaît tous, on est tous passés par là, c'est quand même des pâtes, du riz, mais vous avez une importation de produits, expliquez-moi ça. Les épices du Maroc, bien sûr. Ah ouais, et là qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Faites-moi rêver, là, qu'est-ce qu'on met pour rendre un plat de pâtes un peu sympa ou un plat de riz un peu sympa?
Alors moi généralement quand je prends des pâtes, je fais de la viande avec de la crème fraîche et des champignons, une petite sauce, sel, poivre et je rajoute du paprika ou du curcuma avec. Donc si je comprends bien, quand vous revenez de chez vous, de Rabat, dans la valise, il y a quand même des épices. Hein. Il y a toujours des épices et des gâteaux bien sûr. Ouais. Alors Claire, quand on reparle du chiffre là, de 3,70 € par repas, est-ce qu'on c'est pas la porte ouverte à la malbouffe finalement? Parce que faire un repas avec 3,70 €, il faut s'accrocher quoi. Il faut s'accrocher, il faut surtout avoir les astuces et savoir comment le faire. Nous, c'est vrai qu'on est plus là pour être, on va dire, des éveilleurs de conscience et pour être dans l'accompagnement aussi. À partir du moment où on redonne le goût des produits, où on explique ce que c'est, où on montre les couleurs. Nous, on a la chance d'être dans la filière des fruits et légumes, où il y a beaucoup de couleurs, il y a des choses vraiment très sympas à faire, à montrer. En fait, que chacun se l'approprie et soit en capacité de se l'approprier. Et je pense que c'est vraiment là l'enjeu, c'est de se dire, je ne sais pas si le prix est plus ou moins cher, que l'aliment soit transformé ou pas, ça dépend de ce qu'on va choisir, de la qualité des produits, des types de produits qu'on va choisir. Mais en tout cas, de laisser à chacun la possibilité de s'adapter, de redonner du goût, du plaisir aussi dans tout ça. Et puis, la capacité à faire, à transmettre aussi ses savoir-faire et transmettre aussi ses connaissances et cette appétence pour les produits, en fait, d'élargir la palette alimentaire et la curiosité alimentaire pour beaucoup de choses. À partir du moment où on a une alimentation très variée et qu'on a un goût pour cette alimentation variée, on arrive à faire des choses incroyables avec parfois assez peu de moyens, finalement. Nicolas, je voudrais votre avis de chef. En préparant cette émission, j'ai regardé un petit peu ce qu'on trouvait dans les librairies en matière de livres de cuisine. Alors, on sait que les livres de cuisine, c'est une très, très, très grosse partie du business des éditeurs aujourd'hui. Hein, on vend plus de livres de cuisine que de romans. Mais bizarrement, je n'ai quasiment pas trouvé de livre de cuisine qui s'adresse aux jeunes, aux étudiants notamment. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un manque? Parce que les étudiants, si on ne leur donne pas les clés, ils vont pas cuisiner forcément d'eux-mêmes. Ou alors, si on a des gens comme Wassim qui nous met un petit coup de paprika dans les pâtes, ça va devenir génial. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de ce côté-là? Alors, effectivement, il y a un manque, d'où l'intérêt de ces différents très beaux programmes qui sont pour le moment en cours sur l'éducation des jeunes à une alimentation saine et variée en milieu scolaire. Il faut quand même commencer jeune. Après, sur les livres, effectivement, les jeunes, j'en ai pas vu beaucoup. À part, nous, chez Eurotoc, on édite effectivement. Florence aussi travaille dessus. Après, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de voir pour vous. Mais le client moyen à la FNAC, j'en ai trouvé un. Ouais, alors, effectivement. Mais je vais vous rassurer, en livre de cuisine pour les professionnels de la restauration collective, vous en trouverez pas beaucoup, beaucoup plus. Je crois qu'il n'y a qu'un seul magazine mensuel qui existe pour justement la restauration collective, où on parle plus souvent des matériels de cuisine qu'on utilise que de ce qu'on peut trouver dans une assiette. Maintenant, je pense effectivement que créer des livres pour ces jeunes serait bien, mais on a aussi, ils sont très adeptes de l'Internet, et peut-être qu'effectivement créer des tutos sur Internet, c'est quelque chose qui serait peut-être plus accessible et plus facile pour eux à regarder que d'ouvrir les jeunes ne lisent plus maintenant. Par contre, Internet, ils l'ont toujours avec eux. C'est vrai qu'on regarde moins les livres, on va plus sur 750 grammes et marmiton. Claire? Non, mais c'est exactement ce que je voulais dire aussi. C'est vrai qu'il faut aussi s'adapter aux habitudes, à ce que les gens aiment faire. Il y a une proximité finalement et quelque chose qui devient plus intuitif avec la vidéo. Et il y a plein de petites vidéos, par contre, qui existent. Il y a des programmes, par exemple, chez Combini, ou des médias de ce type-là qui sont très prisés des jeunes, qui sont ceux qui suivent et qui montrent comment faire des recettes en 2 temps, 3 mouvements. Et je pense que c'est ça. Il faut aussi qu'on s'adapte au public, qu'on s'adapte aussi au temps que les gens ont à passer en cuisine et aller trouver les moyens, bien sûr, redonner envie, mais aussi redonner le goût à des choses hyper simples, basiques, les 2-3 épices qu'il faut. Et puis, emballer, c'est peser, quoi. Une recette avec 4 ingrédients, par exemple, ce qui a été le secret d'une collection de livres qui cartonne depuis quelques années, qui s'appelle Simplissime. Ça, c'est la base. Michel Biérot, il y a une appli Lidl. On peut faire plein de choses. On peut avoir des bons de réduction, savoir quels sont les promos, les meilleurs prix, etc. C'est très ludique. Il n'y a pas de recette. J'en ai pas trouvé, en tout cas. Ou alors, j'ai mal cherché. Vous avez très mal cherché.
J'ai mal cherché. On va réparer ça de suite, hein. Bien sûr qu'il y a des recettes. On a d'ailleurs un site sur YouTube qui s'appelle Lidl Cuisine. On a Hervé Cuisine qui est très connu, qui est un cuisinier, youtubeur et influenceur très connu avec qui on travaille depuis maintenant des années. Audrey, pareil, et d'ailleurs je cuisine personnellement avec eux et vous pouvez me trouver sur le site. Je vais aller regarder ça immédiatement après l'émission. Mais c'est important pour rejoindre madame aussi d'expliquer que... Alors moi j'adore faire la cuisine et je cuisine beaucoup, mais c'est quand même... Alors au-delà, on peut faire des plats, les chefs ils font des grands plats, mais on n'a pas besoin de faire des grands plats. C'est quand même pas compliqué aujourd'hui d'aller acheter un petit robot chez Lidl qui coûte pas très cher. Vous achetez un butternut, vous le coupez, vous le jetez dedans, vous rajoutez de l'eau, vous appuyez sur le bouton, vous avez le meilleur des veloutés de butternut. Enfin c'est facile quoi. Donc ça aussi, il faut que... Après, on a là aussi notre responsabilité dans nos prospectus qu'on édite à des millions d'exemplaires. Chaque semaine, on met des recettes justement en avant avec nos produits, avec des produits de base, très simples, basiques, je veux dire, pour faire des recettes simples. Il ne faut pas essayer de vendre des recettes super compliquées. Et c'est vrai que et je vous rejoins sur les livres de cuisine à la FNAC ou ailleurs, parfois c'est des recettes, vous n'avez même pas envie de commencer à la faire. Quand vous voyez la photo, vous dites, bah, ça c'est pas pour moi, c'est un chef 3 étoiles, quoi. Ou alors il faut avoir son jet privé pour aller chercher son piment à Espelette, sa crème en Normandie. Faisons des choses simples, quoi. Enfin, on peut manger simplement avec des bons produits et c'est facile. Nicolas, on peut manger simple et pas cher. Ah, mais la cuisine à l'origine est simple. Hein, c'est ce qu'on en a fait maintenant qui la rend compliquée. Mais vous regardez une blanquette de veau de votre grand-mère, c'était simple. Alors maintenant, on va vous ajouter énormément de choses parce que c'est la règle du marché qui fait que... Voilà. Et puis toutes les émissions qu'on peut voir à la télévision où on voit effectivement qu'on rajoute... alors les assiettes maintenant sont des chefs-d'œuvre. On n'a pas souvent envie d'y toucher. Mais moi, j'insisterai sur le fait que j'ai découvert, moi, en faisant les ateliers cuisine, que le confinement avait été extrêmement positif. Parce que beaucoup de parents avaient commencé à cuisiner avec leurs enfants. Et ça, les enfants sont en demande maintenant. Les parents n'ont plus le temps parce que le confinement s'est terminé, heureusement. Merci. Mais vous voyez, ce côté, quand on leur demande maintenant, en faisant un atelier avec eux, mais qui sait éplucher une pomme de terre? Moi, je sais. L'intérêt maintenant qu'on a, c'est qu'on sait que les jeunes commencent à savoir à quoi ressemble un poisson. Un poisson, c'est pas quelque chose de carré avec de la chapelure dessus. Les yeux dans les coins, comme disait Coluche. Non, mais c'est ça, effectivement. Et l'avantage maintenant, c'est que les jeunes sont de plus en plus en demande. Ils ont découvert faire une tarte avec maman, faire une tarte avec papa, faire une crème de potimarron ou quelque chose comme ça, qui est simple. La cuisine, il faut se dire que la cuisine, c'est quelque chose de simple. Plus on va rajouter de saveur, plus on va la compliquer, plus ce sera difficile à maîtriser et plus on risque de manquer les choses. Oui, Florence Duprat, il y a eu l'effet Covid, effectivement, qui a fait qu'on a tous un peu redécouvert la cuisine, parce qu'on avait plus de temps chez nous, donc cette pièce qui était un peu la pièce utilitaire est devenue quasiment la pièce la plus importante de la maison. Alors oui, c'est effectivement, pendant le Covid, tout le monde s'est mis à cuisiner, c'était un passe-temps agréable. Il faut savoir que depuis la fin du Covid, cette habitude s'est bien perdue. Et c'est pour ça que dans ce programme d'éducation à l'alimentation à l'école, je me permets d'insister, on voudrait que tous les enfants passent par le réfectoire de la restauration collective, 1 heure par semaine, pour apprendre à faire les recettes de base de notre alimentation. Voilà, c'est vrai que ce soit sanctuarisé dans le programme. Pourquoi ça l'est plus? Parce qu'à une certaine époque, on apprenait un peu à cuisiner, on apprenait à bricoler dans les collèges et tout ça. Pourquoi ça a disparu, selon vous? C'est parce qu'on a peur de tout Je ne sais pas pourquoi ça a disparu, mais je sais pourquoi il faut absolument le réintroduire aujourd'hui. Et le réintroduire ex nihilo avec un cours de cuisine ou alors l'intégrer de façon un petit peu déguisée dans ce que nous présente Claire, c'est-à-dire des cours de maths, des cours de français où on insère des fruits et légumes. Tout. Les deux. Bah oui. Michel. Ouais, non, mais je trouve ça top. De faire des maths avec des fruits et légumes, je trouve ça génial. Mais de la même façon, d'emmener un enfant juste dans une cuisine qui voit ce que c'est une casserole, c'est juste basique, quoi. C'est simple. Comment on fait cuire des pâtes, les choses simples. Donc, je pense que les deux sont parfaits. Moi, j'inscrirais les deux. Claire?
C'est complémentaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Finalement, toutes ces initiatives-là sont complémentaires. On n'a pas beaucoup parlé non plus de tout ce qui est sensoriel, mais l'éducation à la sensorialité, j'en ai parlé un peu avec les couleurs, mais il y a les goûts, il y a aussi connaître les produits et puis connaître tout ça. Nous, on travaille aussi dans nos programmes sur l'éducation alimentaire avec plutôt, on va dire, du côté de l'éducation, j'aime pas trop dire ça, mais plus nutritionnelle. Mais pareil, d'une façon détournée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour en faire des diététiciens, on n'est pas là pour en faire des orthorexiques, à compter des calories, à devenir complètement buté par rapport à ça. Mais à l'inverse, à rendre les choses de nouveau normales, naturelles, tout ce qu'on disait en fait. Normalement, c'est quelque chose qui est assez intuitif. Et la cuisine et la façon de s'alimenter, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, qu'on fait plusieurs fois par jour. Et parfois, de trop intellectualiser, finalement, ça rend les choses compliquées. Et il y a peut-être quelque chose là qui s'est perdu dans ce côté naturel. Et nous, typiquement, dans les animations qu'on met en place, parce qu'en complément des vidéos, on a aussi des animations qu'on met en place dans les classes avec des diététiciens qui sont spécifiquement formés. Et ça, c'est important aussi parce que l'enseignant, il ne peut pas non plus être formé à tout. Il ne peut pas être sur tous les métiers, il ne peut pas tout connaître non plus. Et parfois, il y a des gens qui sont très investis dans l'alimentation, qui connaissent bien les choses, d'autres moins. C'est comme quand on leur demande de faire aussi et l'anglais et machin et trucs. Enfin, au bout d'un moment, ils ne peuvent pas non plus tout porter. Mais en tout cas, nous, le petit coup de pouce qu'on leur donne pour ceux qui peuvent bénéficier de ces animations, c'est de pouvoir avoir un diététicien qui vient dans la classe et qui va faire parler des enfants. Donc notre animation, elle est autour du petit déjeuner. Et le principe, c'est de se dire quel petit progrès on peut faire pour faire un petit peu mieux demain, à partir de demain. On est toujours très attentif à ça aussi, à ce que la marche soit pas trop haute à franchir. C'est ce qu'on se dit aussi pour la cuisine. C'est pas forcément faire du Top Chef tous les jours, c'est juste de redonner les choses de base et intuitives. Et donc, aussi de ne pas être dans le punitif ou dans le culpabilisant, parce que moi c'est à chaque fois que ce qui me fait peur quand on envoie des nutritionnistes dans les écoles, c'est pas bien. Non, vous avez mangé du Nutella au petit déjeuner, c'est pas bien. Alors nous, notre Moi, j'ai pas animation envie sur qu'on me dise c'est pas bien de manger du Nutella au petit notre déjeuner. animation sur le petit déjeuner, on a, mais même, enfin, je veux dire, on n'interdit pas la paternité, on n'interdit rien du tout, enfin rien de tout ça. Nous, on veut faire en sorte que les gens se mettent en mouvement et qu'ils progressent. Et ce qui est hyper important, c'est de savoir d'où ils partent, en fait. Un gamin qui mange déjà des tartines de pain le matin, de pain blanc, et qui va le lendemain commencer à manger du pain complet, bah, ce sera bien. Par contre, le gamin, et j'en croise moi sur le chemin de l'école quand j'emmène mes propres enfants à l'école, le gamin qui, le matin, a un paquet de chips et une canette de coca, si le lendemain, je le vois avec un paquet de chips, mais avec un jus d'orange, bah déjà, il aura fait le petit pain qui est un petit peu mieux. Et peut-être que dans un an, bah, ce sera 2 clémentines qu'il aura dans sa poche et que les choses vont s'améliorer comme ça. Mais celui qui part de ce niveau-là, on ne va pas l'emmener là tout de suite, en fait. Donc, allons-y petit à petit. Et nos nutritionnistes, ils ne sont pas justement dans l'injonction, dans cette norme, etc. Ils sont dans cet accompagnement et dans cet accompagnement fin qu'on va faire pour justement aider chacun à prendre en main sa propre nutrition, sa propre façon de s'alimenter, fonction aussi de sa culture, de ce qu'on a à la maison, de ce qu'on aime manger. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. On ne va pas imposer une culture commune à tout le monde. Chacun va faire avec ses goûts, sa culture, ses envies, son budget et ce qui est disponible à la maison. Et Florence, il y a aussi quelque chose d'important, je pense qu'on en reparlera avec Nicolas, parce qu'il faut se rendre aussi compte d'un certain nombre de choses. Pour beaucoup d'enfants, le repas le plus important qu'ils vont faire dans la journée, c'est le repas de midi à la cantine scolaire. Donc c'est là que se fait le goût. Tout à fait. Et je salue le remarquable article de Sébastien Abyss qui est paru dans l'Express la semaine dernière et qui demande à ce que la cantine devienne obligatoire pour tous les enfants de France. Ça aussi, ça permettrait de pouvoir faire de l'éducation à l'alimentation, à la fois sur le temps scolaire, mais aussi sur la pause méridienne. Alors là, il va y avoir du boulot pour vos collègues. Nicolas, si les cantines scolaires deviennent obligatoires pour tous, il y aura aussi une obligation de qualité, ce qui, malheureusement, il faut bien le reconnaître, n'est pas forcément tout le temps là, parce qu'on est dans une logique souvent d'économie. Effectivement, le problème, c'est le budget alloué à la restauration. Maintenant, en plus, effectivement, de devoir faire vous dites qu'il faut que ce soit de qualité. Normalement, par défaut, notre métier doit être fait avec qualité. Tout chef de cuisine qui se respecte travaille de façon qualitative. Je dirais qu'on a aussi on a un gros rôle pédagogique à avoir. Moi, sur les élèves que j'ai eus,
Je travaillais effectivement, je vous en ai parlé tout à l'heure, du chou romanesco. Leur montrer à quoi ressemble un chou romanesco, ça leur permet d'éviter les confusions. Des carottes violettes, ça leur permet effectivement de voir à quoi ça ressemble. Et puis c'est toujours très utile de montrer à quoi ressemble un légume. Tous les jeunes n'ont pas la chance d'avoir l'opportunité de manger des fruits et légumes tous les jours, tous les midis. Hein. Et effectivement, les cantines scolaires permettent de pouvoir... Alors, on peut critiquer effectivement la qualité des produits par rapport au cahier des charges. Il faut savoir souvent que ce sont d'ailleurs les élus locaux qui fixent les prix, hein, en tout cas pour la restauration qui est gérée par les collectivités locales. Effectivement, vous avez les prix, mais vous avez derrière les marges arrière, dont on pourrait effectivement discuter longtemps. Hein, maintenant, effectivement, notre rôle pédagogique, c'est d'apprendre aux enfants, mais ça veut dire qu'il faut qu'on nous donne le temps de pouvoir intervenir pendant le temps du repas pour discuter avec les jeunes, faire le tour des tables. Et le souci, c'est que là, vous parliez juste avant d'un problème économique, d'ordre économique, sur le prix des matières premières. Maintenant, qu'en est-il au niveau du personnel, hein, le chef de cuisine, le souci dans ces grosses sociétés de restauration, c'est que le chef de cuisine va passer 70% de son temps dans le bureau, à envoyer des chiffres. Hein, 30% en cuisine. Si on pouvait réussir à trouver la solution, 30% dans le bureau, 70% en cuisine, les choses seraient beaucoup plus appréciables pour tout le monde. Le chef de cuisine pourra avoir un rôle, je vais dire un rôle commercial avec l'élève, hein, parce que ce qu'il faut, c'est qu'il vende à l'élève ce qu'il a cuisiné, ce qu'il a préparé. Il n'y a pas que les adultes pour lesquels on doit faire attention. Mais sur ce rôle-là, effectivement, il faut qu'on puisse dégager du temps. Hein, et le côté... le programme dont vous parliez effectivement très bien, parce que moi je le mets déjà en application avec les enfants cuisine. C'est-à-dire que sur une classe, j'ai une classe 2 heures, 1 heure d'atelier cuisine, la classe est cassée en deux, 1 heure d'atelier cuisine, l'autre demi-classe part en atelier avec l'enseignante justement sur des maths, du français en lien avec les fruits et légumes. Et la deuxième heure, le premier groupe repasse en enseignement et le premier groupe repasse après avec moi en cuisine. Et on se rend compte que les jeunes sont, même après 7 heures, hein, ils sont détendus, même après avoir une heure d'enseignement général, ils sont détendus. Après, ils se lâchent en cuisine. Alors, Michel Biérot, je voudrais qu'on parle aussi un peu argent quand même. Ouais, je sais que ça vous agace. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue en Belgique, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une ville où 80% de la population est étudiante, en l'occurrence Louvain-la-Neuve. Il y a un grand distributeur, sans doute concurrent de votre enseigne en Belgique, qui vend ses produits moins cher que dans les autres magasins de la même marque, parce que il s'est adapté à la clientèle, qui est une clientèle étudiante, donc par définition peu argentée. Est-ce que ça, c'est envisageable en France? De dire, par exemple, vous avez, alors je ne sais pas, un Lidl près d'Agro-Arène, les prix sont moins chers parce qu'on va cibler les étudiants. Ou est-ce que, par exemple, on peut dire les étudiants paieront moins cher sur présentation de leur carte d'étudiant? Tout est possible, Philippe. Mais à un moment donné, faut aussi accepter que une production a un prix. On ne peut pas tout brader. Et ça passe par la pédagogie. On parlait d'une célèbre boîte de canettes rouges. Voilà, ça dérange personne en France de payer ça 3 balles. Ça emmerde tout le monde de payer 1 litre de lait 1 euro. Moi, ça me pose un problème. Voilà, donc on peut tout faire. Et moi, je veux bien aider les étudiants. Mais bon, après, on ne peut pas être moins cher que moins cher que moins cher. L'alimentation a un coût. Soyons transparents à tous les étages. D'accord, du producteur en passant par l'industriel et nous distributeurs. Il faut que toute la filière soit transparente. J'ai passé 4 mois en Espagne. Les relations distributeurs-industriels sont beaucoup plus apaisées parce qu'il y a beaucoup plus de transparence. En France, on a cultivé l'opacité et ça pose pour moi un vrai problème. Et donc, la transparence, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'en Espagne ça marche et que ça ne marche pas chez nous? Déjà parce qu'il y a des lois. Alors on ne va pas rentrer dans le sujet parce que il nous faudrait, je pense, toute l'après-midi pour débattre dessus. Mais il y a des lois. On a des lois qui sont uniques en France. La loi de modernisation de l'économie, c'est pour moi une loi qui détruit le monde agricole et qui détruit les relations commerciales. Elle a apporté de l'opacité et que de l'opacité et donc a rendu les relations très tendues et on est en permanence dans la défiance. Alors qu'en Espagne, c'est apaisé. Je ne dis pas qu'il y a toujours un moment de négo, mais c'est beaucoup plus apaisé. Donc
est-ce que c'est normal que les produits de grandes marques soient vendus entre 10 et 20% plus cher que partout ailleurs en Europe? Ça, c'est un sujet et on pourrait en faire profiter les étudiants. Donc oui, on peut faire des choses et on en fait. On a, d'ailleurs, je vous le montrerai tout à l'heure en même temps que les recettes, Philippe, mais dans l'application, on a chaque semaine 25 produits où on baisse le prix avec des fruits et légumes, avec du poisson, avec de la viande, avec des produits sains et pas que des plats cuisinés, pas que des pâtes, des salades, etc. Et qui constitue notre panier anti-inflation sur lequel on fait beaucoup d'efforts. Et donc j'invite les étudiants qui n'ont pas encore l'application Lidl Plus de vite la télécharger. Voilà, c'était la minute de publicité de Michel Biraud. Florence Duprat, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ces chiffres qui font peur d'obésité, de maladies cardiovasculaires, c'est réversible ou pas? Oui, ça l'est, vu qu'on, dans certains pays qui ont misé sur l'éducation à l'alimentation, on voit bien que ces chiffres régressent. Je veux juste revenir sur l'histoire du prix. Je pense qu'il est important aussi d'apprendre aux enfants et à toute la société combien il est compliqué de produire du blé, des tomates, tous les aliments qui arrivent dans nos assiettes, que c'est très long, que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de risques aussi avec les aléas climatiques. Et donc, une éducation à l'alimentation, ça passe aussi par le fait de comprendre comment sont amenés les aliments dans l'assiette. Et alors, Nicolas, moi, il y a une question aussi que je me pose, parce que quand on parle de l'alimentation des étudiants, moi, j'imagine la chambre d'étudiants, alors parfois le studio, dans le meilleur des cas, il y a un feu, deux feux, quand tout va bien, il y a peut-être une casserole, un vis-tamboire, une poêle, des couteaux. On peut faire simple avec peu de moyens. Remarquez, la démonstration, vous nous la faites tous les jours. La démonstration, vous l'avez eue. Ce midi, on a fait un risotto avec une plaque chauffante. J'avais alors un couteau, une plaque chauffante, un économe et 3 coupelles. Vous voyez, une casserole et 3 coupelles. Donc ça suffit. On n'a pas besoin. Alors on va effectivement vous vanter des outils commercialement parlant, soit c'est bien. Mais l'essentiel, il y a 40 ans, il n'y avait pas tout ça en cuisine. Et pourtant, on coupait, on faisait des potages, on faisait des purées, tout était fait à la main à cette époque-là. Moi, quand j'étais en apprentissage, la crème chantilly, je la montais à la main. Bon, maintenant, vous avez des alternatives, vous avez les siphons, c'est une cartouche, un siphon, et ça se fait Vous avez tout seul. aussi une machine que vend Michel de temps en temps. Oui, mais elle prend de la place dans la... Je suis bien votre site, finalement. Et alors, il y a quand même aussi une question qu'on peut se poser, Claire. Des expériences comme la vôtre, il y en a eu d'autres. Et à chaque fois, on a vu aussi une réaction, j'allais dire épidermique des enseignants, dire « Ah oui, mais ça, on ne va pas l'utiliser parce que c'est le lobby des fruits et légumes, c'est le lobby de la viande, c'est le lobby du sucre, etc. » Est-ce que ça, on en est revenu ou est-ce que ça existe encore ? Ça existe certainement encore parce qu'il y a toujours une méfiance ou une défiance. Après, ce qu'il faut surtout regarder, c'est le contenu de ce qui est fait. Avec qui c'est fait, comment c'est fait. Et à partir du moment où derrière, on a, et c'est le cas la plupart du temps, des diététiciens qui sont souvent des libéraux, donc qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec qui que ce soit, qui sont là pour faire leur métier, pour bien le faire et pour aider à progresser. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Et quelque part, de qui ça vient, je ne sais pas, toute initiative est bonne à prendre, en fait, si elle est bien faite, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, c'est aussi l'éducation alimentaire, c'est aussi le rôle de tout le monde, parce que là, on parle de l'école, on parle de la restauration scolaire, voilà, on parle aussi des opérateurs de la distribution, mais c'est aussi le rôle des parents. Ben voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi rééduquer les parents ? Est-ce qu'il ne faut pas redonner des clés ? Est-ce qu'il ne faut pas juste redonner les clés de ce qui est simple à faire, des petits gestes de ces choses-là ? Enfin, voilà, c'est l'affaire de tout le monde, en fait. Une dernière question, Nicolas. Il nous reste 1 minute 25. Je suis étudiant. Je me suis tapé 6 heures d'amphi. J'en peux plus. Donnez-moi une idée pour manger ce soir. Un truc que je peux faire en 10 minutes. Un risotto. Un risotto tout simple. C'est juste du riz, du bouillon, du parmesan. Après, vous l'aromatisez avec autre chose si vous voulez. Mais voilà, il y a énormément de choses simples à faire. Vous faites un potage de légumes, une parmentière, pommes de terre, vous y ajoutez des poireaux, vous cuisez tout, vous mixez, c'est goûteux. Michel, et ce sera pour vous le mot de la fin. Eh ben, une purée de poireaux. Moi, j'adore la purée de poireaux. Les enfants, ils kiffent. Moi, je voudrais juste finir sur une note positive, parce qu'il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide. Nous, dans nos magasins, on constate aussi que les jeunes, aujourd'hui, avec leur téléphone dans la main, ils regardent quand même énormément les listes d'ingrédients.
ils regardent le Nutri-Score, ils sont à fond Yuka. Moi, j'ai une Madame Yuka, une Madame Nutri-Score dans mes équipes qui en permanence essayent d'améliorer les produits, moins de sel, moins de sucre, parce que les jeunes aujourd'hui sont très attentifs à ça. Donc oui, il y a un souci sur 10% et il faut qu'on y travaille, il faut qu'on communique. Mais il y a quand même aussi là, cette nouvelle génération qui est extrêmement attentive à ce qu'ils mangent et qui regarde de façon très attentionnée toutes les listes d'ingrédients. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Alors, Nicolas, on vous retrouve demain encore pour une nouvelle recette. Non, ça sera... Ah, demain c'est relâche. Eh bien, vous avez de la chance. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Et comme le disait Molière, je vis de bonne soupe et non de beau langage. À bientôt.